Merci aux organisateurs d'avoir organisé ces belles journées transdisciplinaires où les gens se rencontrent et se racontent des choses différentes. Ça m'intéresse beaucoup, donc j'essaie d'orienter mon travail effectivement en partant des neurosciences, mais en même temps en essayant d'enrichir avec d'autres disciplines. Alors aujourd'hui, donc, on va parler des lois motrices, des invariants et des singularités. En fait, c'est un problème compliqué parce que c'est un problème presque même carrément philosophique. Parce que d'un côté, vous avez, si vous voulez, la science qui fabrique des normes, qui fabrique en fait à partir des quantités fabrique des invariants ou extrait des invariants et raisonne en fait sur des objets. Et de l'autre côté, vous avez donc, on va dire, l'individu ou même la performance sportive, c'est quand même le résultat donc d'un individu et avec un style, avec une spécificité. Et donc là, on va raisonner sur des qualités et non plus des quantités, et sur des sujets et non plus des objets. Donc vous voyez que c'est déjà deux approches qui sont difficiles à mélanger. Et donc ça pose un véritable problème, en tout cas dans le domaine des neurosciences, qui généralement s'alimente de quantité et très peu de qualité. Alors, pour essayer de répondre à cette question, je ne vais pas y répondre complètement, mais je vais essayer de vous éclaircir sur mes propres réflexions. On peut traiter ça à partir de l'effet de la gravité sur le corps. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment avec Alain, et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer aujourd'hui parce que, en fait, la gravité, c'est, on va dire, une contrainte du milieu qui s'exerce depuis la nuit des temps sur le corps, et donc a probablement configuré un certain nombre d'atouts biomécaniques et la physiologie dans sa totalité du bipède terrestre. Donc on peut considérer par exemple la gravité comme je viens de le dire, une contrainte externe, exogène. C'est une vision physicaliste des choses, c'est-à-dire c'est une force qui s'exerce sur le corps, quelque chose de l'extérieur qui va faire tomber le sujet et qui va l'empêcher donc de se déplacer dans l'environnement ou qui va l'aider éventuellement. Et donc dans cette condition, dans cette vision des choses, on va considérer la gravité ou l'effet gravitaire comme une perturbation qu'il faut compenser. Par exemple, avec la proprioception, on va détecter un certain nombre donc de forces sur les segments et on va les compenser au cours du mouvement. Alors, j'ai mis cette citation donc d'Auguste Comte. Ça m'a semblé important parce que c'est exactement, si vous voulez, cette vision physicaliste sur laquelle il faut réfléchir, c'est-à-dire que on a une description du monde du physicien qu'on va plaquer sur le monde vivant. Et donc, on peut, dans ces conditions, expliquer l'effet de la gravité comme effectivement un effet mécanique sur le corps. Alors, mais on peut aussi, à côté, considérer que la gravité donc, va configurer les positions du corps et que cette espèce de résistance par rapport aux effets gravitaires vont permettre d'exprimer un certain nombre d'états mentaux. Vous voyez qu'ici, c'est très simple. Si vous regardez la posture adoptée par ces animaux, ça en dit long sur l'intention de l'animal. Donc en fait, c'est peut-être plus que ça. C'est peut-être carrément une variable physiologique, la gravité. C'est pas peut-être on peut décrire la gravité comme à la troisième personne. On s'extrait de l'observation et puis on dit c'est quelque chose qui agit sur le corps. Ou alors on pense que c'est quelque chose qui fait partie du milieu, qu'on est en osmose avec cet élément, et donc depuis la nuit des temps, elle est intégrée dans la physiologie du monde vivant. Donc,
Vous voyez par exemple ici, c'est un schéma classique, hein, on peut effectivement décrire, on peut matérialiser, on peut illustrer l'effet de la gravité avec des élastiques qu'on place sur le corps, en l'occurrence des astronautes qui s'entraînent en l'absence de gravité pour recréer en quelque sorte ces forces qui s'exercent sur le corps. Et puis vous avez ici en fait un schéma évolutif, la façon dont les différentes lignées de sauriens donc, se sont transformées. Et vous voyez qu'en fait, le principal effet par rapport à la gravité, c'est donc une élévation du centre de masse et une réduction de la base de sustentation. Donc on voit bien ici, donc, du quadrupède jusqu'à l'humain, donc, et c'est poussé à l'extrême chez l'humain. La bipédie, c'est donc une élévation du centre de masse et une réduction drastique de la base de sustentation. Donc vous voyez que cette force gravitaire, elle devient en quelque sorte, elle pose des problèmes au système nerveux central dans la mesure où vous allez réduire considérablement la base d'appui et vous allez donc fragiliser à l'extrême le contrôle de l'équilibre. Donc ça devient, si vous voulez, un problème pour le système nerveux central qui doit en même temps, qui peut en même temps utiliser cette force pour enclencher la locomotion, comme on en a parlé tout à l'heure avec Francesco Laquaniti. Je ne reviendrai pas sur ça. Mais cette question donc, de la gravité peut aussi être abordée, non pas à partir de déplacement locomoteur, mais à partir simplement de mouvements de pointage du bras. Donc c'est aussi, on a pensé que c'était intéressant justement pour aborder cette question, parce qu'on peut très bien aussi utiliser la gravité à travers donc l'effet que ça a sur les objets, et puis étudier, par exemple, comme l'a fait Francesco Laquaniti, la chute des objets, et donc, en l'occurrence, montrer que le cerveau, c'est un petit physicien intuitif qui a déjà encodé intuitivement les lois de Newton et qui va préparer à la réception. Donc dans ce cas-là, c'est la gravité sur les objets. Dans notre cas, c'est la gravité sur le corps, et c'est la façon dont est intégré au niveau cognitif cet élément, cette variable du milieu. Alors donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas? Quand on fait un mouvement de pointage du bras vers le haut ou vers le bas, eh bien on se rend compte qu'on a des asymétries, c'est-à-dire qu'on a des mouvements qui sont différents. Vous voyez que lorsque vous faites un pointage vers le haut, et si vous mesurez la courbure du doigt, eh bien vous avez une courbure qui est beaucoup plus importante lorsque vous montez que lorsque vous descendez. C'est plus rectiligne quand vous descendez. Mais plus intéressant, c'est la distribution de la vitesse au cours de la trajectoire, c'est-à-dire la façon dont vous accélérez et de vous décélérer. Et vous voyez qu'ici, pour les mouvements vers le haut, vous avez un pic d'accélération, un pic de vitesse, pardon, qui intervient plus près du début de l'initiation du mouvement, alors que pour les mouvements vers le bas, eh bien c'est l'inverse. C'est pas tout à fait l'inverse, c'est un petit peu exagéré. En fait, pour les mouvements vers le bas, on a des profils de vitesse qui sont presque symétriques. Autrement dit, vous passez autant de temps à accélérer que décélérer. Alors que quand vous faites un mouvement vers le haut, vous passez très peu de temps pour accélérer, c'est-à-dire la phase pendant laquelle vous luttez contre la gravité, et puis pendant la phase de décélération, eh bien, un peu comme si vous utilisiez la force gravitaire pour ralentir votre mouvement, eh bien, vous prenez plus de temps pour utiliser cette force gravitaire. Enfin, ça, c'est l'intuition que nous a donné, enfin, l'explication qualitative que nous a donné ces premiers enregistrements. Alors, en fait, on pourrait très bien dire, oui, mais bon, en fait, ces mouvements, on les fait différemment vers le haut, vers le bas, parce que le deltoïde, c'est pas pareil que le grand dorsal, etc. Donc, il y a un biais musculaire qui va créer cette asymétrie. Mais en fait, non, parce que quand on demande à des sujets de pointer donc, dans l'axe du corps, couché, debout, dans toutes les positions, on retrouve cette asymétrie. Vous voyez, par exemple, quand le sujet est couché sur le côté, et donc il fait des mouvements dans l'axe du corps, mais là, orienté horizontalement, puisqu'il est couché, eh bien, dans ce cas-là, on va avoir un profil de vitesse qui est symétrique, c'est-à-dire les mouvements en avant et les mouvements en arrière auront le même timing, si je puis dire, la même distribution temporelle.
Ça suggère que la gravité, en tout cas la façon dont elle est traitée au point de vue du contrôle moteur, c'est pas quelque chose qui est empêché, je dirais, par les différences musculaires, mais c'est quelque chose probablement qui est anticipé par le cerveau. Alors, d'autant plus intéressant, ou qui allait dans cette hypothèse, c'était de montrer qu'en fait, dans différentes activités, on retrouvait cette asymétrie. C'est-à-dire quand vous étudiez quelqu'un, ou vous demandez à quelqu'un de passer de la position assis à la position debout, on retrouve ces mêmes asymétries vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire que les mouvements que vous faites en montant et en descendant ne sont pas les mêmes et répondent toujours à cette asymétrie qu'on vient de décrire pour les mouvements du bras, quelle que soit la quantité de segments impliqués dans le mouvement. Et puis, donc, on peut le montrer aussi sur des mouvements de tracé, des mouvements de pointé, des passages assis debout, mais également donc, dans différentes espèces, comme l'a montré donc, le groupe de M. Papaxantis à Dijon avec Jérémy Gaveau. Donc, c'est une étude qui a été faite donc, sur différentes espèces de grands primates. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on peut essayer de comprendre ça en termes, donc, on peut modéliser ou en tout cas faire des prédictions sur les résultats concernant donc l'objectif du cerveau dans ces cas-là. Pourquoi donc générer ce type de mouvement différent dans les deux directions de l'espace? En fait, donc, quand on regarde et quand on mesure l'activité électromyographique d'un sujet qui fait ces mouvements vers le haut et vers le bas, donc au niveau du deltoïde et d'autres muscles du bras, du biceps, triceps, eh bien, on constate donc des profils triphasiques qui sont classiques, mais en même temps des périodes d'inactivation. C'est-à-dire que quand on passe de l'agoniste à l'antagoniste, entre les deux, on a des périodes où rien ne se passe, on n'a pas d'activité musculaire. Et ces périodes d'inactivation, elles sont reproduites et prédites par un modèle d'optimisation du coût énergétique. Et donc, c'était parfait parce que ça nous permettait donc de trouver une explication, je dirais, et un modèle prédictif à nos résultats expérimentaux. Donc, on observe un principe d'inactivation agoniste-antagoniste et le modèle minimise le coût énergétique et reproduit les résultats expérimentaux. Ça, c'est le travail de Bastien Béret, donc avec Frédéric Jean, non, c'était avec Jean-Paul Gauthier. Ils ont fait un très beau travail donc de modélisation en optimisation donc directe et en inverse. Alors, bon, c'est pas tellement étonnant, si vous voulez, ces résultats, parce que tirer parti de la gravité, donc les gens qui font de la robotique savent faire ça. C'est-à-dire que si vous regardez sur cette image, vous voyez qu'en fait ce robot, il n'est absolument pas alimenté par une batterie, il est uniquement le mouvement locomoteur donc, du robot est produit par l'effet de la gravité. Bon, pour ça, il faut incliner légèrement le support, et donc c'est l'effet de la gravité qui permet donc la progression vers l'avant. Et ce que je trouve intéressant, c'est la locomotion avec l'attaque par le talon, ce qui semble difficile à faire pour les gens qui font de l'infographie ou qui font des modèles, puisque j'ai pas vu trop de modèles en fait où on simule la locomotion avec une attaque du talon. Et c'est pourtant ça qui fait en réalité l'utilisation de la gravité, hein, c'est-à-dire le passage donc de l'énergie potentielle en énergie cinétique et un déplacement peu coûteux. Alors, c'est intéressant, c'est juste un clin d'œil au cinéma hollywoodien qui nous a, vous savez, dans l'Avatar de Cameron, donc il a donc cet équipage qui arrive sur une planète et qui semble avoir la même gravité terrestre, puisqu'ils n'ont pas de difficulté, l'équipage. Et les avatars donc sont des êtres de l'ordre de 2,50 m, peut-être 3 mètres, je ne sais pas, enfin en tout cas beaucoup plus grands. Et donc, on pourrait, sur une planète avec une gravité équivalente à la gravité terrestre, imaginer que c'est une erreur darwinienne, parce qu'en fait, cette taille donc, du bipède s'accorde parfaitement avec ce 9,81 pour des raisons donc, énergétiques. Et quand on va au-delà de cette taille moyenne, entre 1,60 m et peut-être 1,80 m, le coût énergétique devient beaucoup plus important. Alors,
On a essayé donc de s'extraire, enfin, on a essayé de comprendre ce rôle de la gravité en demandant donc à des astronautes de réaliser ce mouvement d'élévation du bras et d'abaissement, donc dans la direction de la gravité. C'était d'autant plus intéressant que, comme je l'ai dit au début, la gravité, c'est quelque chose qui fait partie de la nuit des temps, donc qui a probablement configuré et qui a construit ces atouts biomécaniques qui font le bipède humain. Et donc l'enlever, c'est quelque chose de très important ou très fort pour le système nerveux central. Vous le privez de quelque chose avec lequel il fonctionne en permanence. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ce sont des résultats. On retrouve ce fameux profil de vitesse des mouvements vers le haut en rouge et des mouvements vers le bas en bleu. Donc, vous voyez donc ce décalage avec un temps d'accélération plus court pour le haut et plus long pour le bas. Et ce qui est intéressant, c'est surtout, donc vous voyez ici ces expériences qui ont été faites en vol parabolique, c'est-à-dire donc c'est un avion qui est affrété pour mettre en condition d'apesanteur sur une période très courte qui dure 28 secondes, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc ça c'était parfait parce qu'en fait c'est des mouvements qui sont assez rapides, qui durent on va dire entre 600 millisecondes, un mouvement de bras comme ça, et 1 seconde. Donc première parabole, de la première à la quatrième parabole, là c'est sur Terre, c'est en 1G. Ici, c'est de la première à la quatrième parabole, quatrième essai, et ici, c'est donc de la 13e à la 16e. Et donc, vous voyez qu'en fait, il y a une tendance à supprimer cette asymétrie, un peu comme les profils de vitesse qu'on retrouve dans le plan horizontal. Mais pas totalement. Vous voyez, il y a une persistance de l'asymétrie. Et des expériences qui ont été faites avec les astronautes sur des vols longue durée montrent la même chose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à se débarrasser en quelque sorte de cette représentation de la verticalité qui est en fait la conséquence des effets gravitaires sur le système vestibulaire, sur la proprioception, sur l'ensemble du corps. Et donc, bon, c'était pas très nouveau parce qu'il y a des expériences qui ont été faites par un psychologue qui s'appelle Stratton et qui avait fait porter des lunettes inversantes à des sujets, avec donc des lunettes, des prismes qui inversaient complètement l'image, et au contraire des prismes qui déplacent les images à droite et à gauche, l'adaptation était très très longue pour les expériences de Stratton. C'est-à-dire qu'il fallait au moins 1 semaine après le port de lunettes inversantes pour pouvoir vivre à peu près normalement. Donc c'est une constante qui est difficile à oublier pour le système nerveux central. Alors en résumé, donc la gravité, comme j'ai dit, bon, c'est vrai qu'on peut la décrire à la 3e personne, comme les physiciens le font, et sur les objets, l'inerte, mais mon idée, c'est que c'est plus une variable physiologique qui est incarnée, on va dire, qui fait partie de cet embodiment dont on parle beaucoup au niveau de la cognition en neurosciences, par exemple. Donc, on a une généralisation du timing asymétrique, ça c'est ce que j'ai montré au début, et puis on a une persistance des différences entre le haut et le bas. Alors, est-ce que ça influence la perception? Est-ce que la gravité influence la perception? C'est une autre étape donc, dans notre parcours expérimental qu'on a testé, et on a mis au point un protocole où le sujet voit sur l'écran, vous voyez, donc il est face à un écran, on projette une image. L'image, donc, c'est une cible qui se déplace comme ceci, et elle se déplace avec 2 profils différents. C'est-à-dire, elle se déplace avec un profil biologique. Quand on fait un mouvement vers le haut, vous avez compris maintenant que... Alors ça, c'est pour le bas. Voilà, le profil vers le haut, c'est un temps d'accélération qui est court, mais on peut truquer, si je puis dire, le stimulus et lui faire adopter un profil de vitesse des mouvements vers le bas. Et on va demander au sujet, dans ces conditions, de pointer l'endroit où il pense que l'image, enfin où la cible s'est arrêtée, parce qu'on a caché 40% de la trajectoire, de la fin de la trajectoire. Donc il voit une cible qui se déplace, 40% de la fin est masquée, et le sujet doit pointer là où il estime que la cible s'est arrêtée. Et donc, vous voyez, par exemple, que quand on projette sur l'écran
un stimulus qui correspond au profil de vitesse que je vous ai montré, que j'appelle biologique, qu'on cache 40%, la précision n'est pas trop mauvaise, donc le sujet arrive à estimer à peu près correctement la position finale avec ce qu'on appelle un overshoot, il dépasse la cible, mais ça reste quand même concentré assez proche de la cible. En revanche, quand on projette un mouvement qui n'est pas dans son répertoire moteur, c'est-à-dire on projette un mouvement qu'il n'a pas l'habitude de faire, puisqu'on projette un mouvement qui ne suit pas les règles d'asymétrie que je vous ai montrées tout à l'heure. Dans ces conditions, l'erreur est beaucoup plus importante. Et on montre ça aussi bien dans la direction vers le bas ou la direction vers le haut. Autrement dit, on peut très bien, par exemple, en vision artificielle, faire ce qu'on appelle du suivi, du tracking de cibles, et puis d'interpoler ou d'extrapoler en quelque sorte la cible qui disparaît en fonction de la cinématique qui a été enregistrée avant. Mais en fait, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Hein. Le cerveau humain n'est pas une caméra et n'est pas un ordinateur. Parce qu'en fait, si c'était le cas, là, l'extrapolation aurait été équivalente. Bon, je passe les détails en termes donc de vitesse et d'équivalence au niveau des vitesses qui arrivent sur la rétine. Non, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d'aller chercher dans son répertoire moteur, intuitivement évidemment, donc les éléments qui vont permettre d'inférer et de reconstruire la partie de la trajectoire qui manque. Alors, l'autre question qu'on a posée, donc après vous voyez que donc la façon dont la gravité est encodée par le cerveau influence donc la perception visuelle. Mais est-ce que ça influence aussi l'estimation du temps? Donc un autre protocole a été élaboré pour essayer de tester ça. Et donc c'était assez extraordinaire parce que quand on fait l'état de l'art au niveau de la littérature en psychophysique, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans les papiers, en fait, les gens qui nous racontent que le système visuel, c'est un vélocimètre, c'est-à-dire que ça mesure les vitesses. Vision. Et donc, vous voyez ici un profil de déplacement d'une cible. Donc là, c'est 0. Puis d'un seul coup, donc, sur l'écran apparaît une cible à vitesse constante. Si on lit les papiers de psychophysique, on dit c'est parfait parce que si on regarde ce type de stimulus, le sujet va percevoir ça parfaitement. Parce qu'on vous dit par ailleurs que les accélérations, c'est très mauvais pour la rétine. Enfin, c'est très très mal perçu. C'est pas quelque chose que le système visuel est capable d'enregistrer ou de traiter. On est sensible aux mouvements à vitesse constante et pas aux accélérations. C'est ce qu'on lit dans la littérature de psychophysique visuelle. Donc, l'expérience consiste à faire la chose suivante. Donc, on montre sur un écran une cible qui se déplace et on demande au sujet de reproduire la durée qu'il a estimée du mouvement. Donc, la cible qui se déplace, elle se déplace à vitesse constante. Évidemment, il y a un T0 et un T final. Et puis, d'autres stimuli se déplacent de façon biologique en respectant cette loi des asymétries que j'ai décrite auparavant. Et il y a deux façons d'évaluer le temps, d'estimer le temps. Soit le sujet reproduit avec son bras le mouvement, la durée du mouvement qu'il vient de percevoir, soit il appuie sur le clavier de l'ordinateur pour estimer la durée du temps perçu. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un biais, je dirais, moteur, ou en tout cas on voulait réduire le biais moteur en demandant simplement d'appuyer avec le doigt pour estimer le temps par le sujet. Et donc ces résultats qu'on obtient, eh bien, donc vous voyez par exemple ici c'est la vitesse, alors c'est en degrés par seconde, mais bon, grosso modo ici on est à peu près à 800 millisecondes, un petit peu avant, donc voilà, peut-être ici 400 millisecondes, et puis après ici on est... non, pardon, en fait c'est des vitesses, donc ici c'est plutôt de l'ordre de 1 seconde et demie, donc c'est des mouvements qui sont assez lents, et puis après les mouvements accélèrent, ici ils sont plus courts, la vitesse augmente. Donc vous voyez, plus les mouvements sont lents, plus l'estimation du temps est compressée, c'est-à-dire qu'on réduit la durée des mouvements qui sont longs à l'échelle d'un mouvement discret avec le bras.
Donc c'est ça qu'il faut déjà retenir de ces résultats, et que l'erreur commence à être réduite considérablement quand on arrive aux alentours de 600 à 1 seconde, 600 millisecondes à 1 seconde. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de vous constater que l'erreur, quand le mouvement qui est projeté, il n'est pas biologique, il ne fait pas partie du répertoire moteur, l'estimation est mauvaise. Donc l'erreur augmente considérablement. Alors, si le traitement ou l'intégration ou la représentation cognitive de la gravité, en fait, si c'est quelque chose donc, qui est intégré à un haut niveau de représentation, et non pas simplement un effet périphérique sur la proprioception qui doit être compensé, comme j'ai expliqué au début, on peut supposer qu'il y a un facteur subjectif dans ce traitement. Et c'est donc la dernière question qu'on s'est posée. Alors, pour revenir à ces problèmes de subjectivité, il faut remonter dans le passé et puis reprendre les travaux, je trouve, très illustratifs donc, de Francis Galton, qui est en fait le cousin de Darwin et qui était donc un statisticien qui a beaucoup travaillé sur les droites de régression, etc., et en l'occurrence sur le problème on va dire, des portraits robots. Vous voyez, donc c'est la fin du 19e, c'est une période eugéniste, et Francis Galton avait l'idée de tracer des portraits robots de criminels ou d'hommes de guerre ou de tuberculeux ou encore de catégories sociales défavorisées, des gens qui avaient raté leur vie, etc. Donc c'était, si vous voulez, la perspective eugéniste donc, de Francis Galton. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des portraits et puis il fait des moyennes, il fait des superpositions d'images pour trouver des portraits robots. Et donc, en quelque sorte, il fait ce qu'on fait un peu, je dirais, dans le domaine de la science cartésienne, c'est-à-dire qu'on est à la recherche d'invariants et on se débarrasse en quelque sorte de ces singularités. On fait des portraits robots, un peu. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est important pour comprendre là où on va. Donc, en gros, si vous voulez, Francis Galton, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il fait un portrait, c'est comme un peu un personnage qui tomberait d'une montagne et qui va se débarrasser du superflu, en quelque sorte. Et vous avez donc ici un personnage qui appartient donc à cette gaussienne. Donc, Francis Galton, c'est un élément très important dans le développement des statistiques et ces statistiques agrégatives font ce job-là, font ce job donc d'extraction d'invariants et de suppression en quelque sorte des différences interindividuelles. Alors comment on peut faire pour essayer de sortir, ou en tout cas d'essayer de... Parce qu'évidemment ça fait progresser énormément la connaissance, mais je pense qu'on arrive maintenant à un moment où, quand on est expérimentaliste et comportementaliste, on se rend compte, ou même quand on est médecin, c'est bien pire, que chaque patient est différent, que chaque sujet est différent, de par sa morphologie, bien sûr, mais en même temps, si on s'intéresse au cerveau, on voit bien que la façon dont fonctionne le cerveau est extrêmement individualisée. Donc je pense qu'un des progrès des neurosciences, c'est justement d'aller vers cette individualisation. J'ai presque terminé. Donc, pour sortir de ça, il a fallu trouver des protocoles un peu provocateurs. Pourquoi ? Parce que quand on fait des mouvements comme ça, eh bien, on est presque dans un système stimulus-réponse. C'est-à-dire, on ne teste pas des mouvements volontaires, mais on teste des mouvements réflexes. J'exagère encore un peu. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand vous pointez une cible, on sait qu'il y a des cartes prioritaires dans le cerveau, colliculus supérieur, en même temps le frontal eye field, qui vous cartographie l'espace de façon topologique et qui va permettre donc de déclencher une saccade de façon quasi automatique. Et cela est couplé à l'existence en même temps de zones, de modules cérébraux qui lorsqu'ils sont activés, déplacent le bras, en l'occurrence des primates, dans des directions très spécifiques. Ce sont non plus des cartes visuelles, mais des cartes motrices qui ont été définies par Graziano chez le singe. Donc vous voyez, tout ça, c'est très univoque, c'est-à-dire on a un stimulus dans l'espace et donc on a une réponse qui correspond. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de décisions, c'est-à-dire que la décision, elle est prise par le protocole expérimental. Ce n'est pas le sujet qui va décider ce qu'il va faire. C'est très inductif.
Et donc, pour sortir de cette mécanique inductiviste, si je puis dire, eh bien, on a eu l'idée qu'en fait, il fallait faire pointer le sujet dans des zones qui ne soient pas saillantes, mais dans des zones plutôt qui laissent la liberté de choix au sujet du pointage et de la décision afférente. Et dans ces conditions, donc, vous placez le sujet face à des alternatives, donc vous faites jouer là son libre arbitre implicite, hein. Quand je parle de libre arbitre, c'est pas explicite, et vous le mettez dans un processus où les ganglions de la base vont intervenir avec un système de valeurs internes, etc., dont on parle beaucoup en neuroéconomie ou encore dans le domaine des neurosciences de la décision. Et donc, bon, je termine sur ces schémas. Vous voyez qu'en fait, ici, vous avez donc des mouvements de pointage et vous avez la durée du mouvement. Et ce qui est très intéressant, si on prend par exemple, alors ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on leur a demandé de pointer à la vitesse qu'ils voulaient, 3 vitesses, vitesse rapide, vitesse spontanée et vitesse lente, sans leur imposer une vitesse. Nous, dans nos résultats précédents, on avait imposé une vitesse. On leur demandait, il faut que ça soit à peu près à 450, 500 millisecondes. Là, ils choisissent la vitesse. Et donc, on peut faire émerger des différences, des singularités. Vous voyez qu'ici, par exemple, si vous vous concentrez sur la vitesse spontanée, la durée du mouvement est très idiosyncratique. Chaque sujet choisit sa vitesse. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la vitesse dans une direction va prédire la vitesse dans l'autre direction. On n'a pas les asymétries qu'on avait tout à l'heure dans des conditions bien particulières. Si maintenant on reprend ces profils de vitesse avec le time to peak velocity, c'est la position en fait du pic de vitesse dont on a parlé tout à l'heure ici, eh bien on voit qu'en fait sur ces 40 sujets testés à vitesse spontanée, on n'a plus du tout les résultats qu'on avait décrits avant. C'est-à-dire qu'on a par exemple, si vous prenez les points noirs, ce sont donc les profils de vitesse. Alors 0,5, ça veut dire que c'est symétrique. Quand c'est plus de 0,5, ça veut dire que c'est décalé vers la fin. Quand c'est moins de 0,5, ça veut dire que c'est décalé vers le début. Ici. Et donc, vous voyez que vous avez un empan de sélection de pics de vitesse qui sont tout à fait différents d'un sujet à l'autre. Et on peut faire après un modèle là-dessus, et ce modèle ne prédira plus un modèle qui va minimiser le coût énergétique. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus alors. Merci de votre attention.